Marion Villain. À 10 ans, elle a été laissée pour morte par son violeur. C'est la première victime d'une série d'agressions commises à Strasbourg dans les années 80. Une jeune femme en est morte. L'étrangleur de la Robertsau. C'est comme ça que la presse a surnommé le tueur. Un homme que la justice a cherché pendant 27 ans, l'un des plus longs cold cases de France. Il est 7 heures quand le réveil sonne chez la famille Villain. Les parents se lèvent pendant que leurs filles de 10 et 11 ans dorment encore. Mais ce matin-là, quelque chose alerte tout de suite le couple. D'une part, la lumière du corridor est allumée, et d'autre part et surtout, ils voient en face d'eux la porte d'entrée de leur appartement qui est grande ouverte. Le premier réflexe de ces parents-là, c'est de se précipiter dans les chambres de leurs deux filles pour s'assurer qu'elles, ne serait-ce qu'elles y sont encore, et voient effectivement ces deux petits corps avec la couverture jusqu'à l'oreille qui semblent dormir paisiblement. Les Villains laissent les deux filles finir leur nuit, tandis qu'ils inspectent le reste de l'appartement. Le sac à main de Madame Villain a été fouillé, alors elle vérifie, se rend compte qu'un montant équivalent à 200 francs a été dérobé. Elle se rend compte également que le petit meuble téléphone qui est juste à côté de l'entrée n'a plus son tiroir, qui trône par terre. Les Villains comprennent qu'ils se sont fait cambrioler. Quand tout à coup, Madame Villain entend Marion hurler. Elle se précipite à ce moment-là dans la chambre de sa fille et ramène Marion dans le salon dans lequel se trouvait alors son père. C'est là qu'ils se rendent compte du sang qui recouvre tout l'intérieur des cuisses de leur fille, et c'est à ce moment-là qu'ils comprennent qu'il ne s'était pas agi uniquement d'un cambriolage. C'est une gamine que j'ai trouvée choquée, à l'état de choc, et profondément marquée parce qu'elle venait de vivre. On l'interroge, Marion, qu'est-ce qui t'arrive? On était très délicats dans nos questionnements, on n'allait pas au fond des choses, on ne pouvait pas se le permettre. Elle dit qu'elle s'est réveillée dans le couloir, qu'elle était nue, elle a pensé à un mauvais rêve, elle est allée se recoucher. Tout naturellement, sans déranger personne, dans la chambre à coucher dans laquelle elle couchait seule. nus dans le couloir, un mauvais rêve. Comme des flashs, les souvenirs de la petite ressurgissent. C'est là qu'elle a expliqué, un monsieur s'est penché au-dessus de moi, il m'a étranglé, s'il continue à serrer, je vais mourir, et voilà. Après, c'est le trou noir. Marion ne se souvient de rien. Mais sur sa nuque, des marques terrifiantes. Elle avait de profonds sillons rougeâtres autour du cou. C'est des sillons de 2, 3, 4 mm de profond et autant de large, et qui nous faisaient à l'évidence penser à une strangulation avec une corde ou une cordelette. Dans la chambre, aucune trace de cordelette, mais un couteau. Et d'autres indices qui font froid dans le dos. À même le sol, il y avait la chemise de nuit déchirée et
a trouvé le drap de lit taché de sang. Il y a aussi des traces d'urine qui ont été découvertes sur les draps. Des taches qui prouvent que l'agresseur de Marion a bien tenté de la tuer et qu'il l'a laissée pour morte. Vu la force de l'étranglement qui a été pratiqué, il y a un relâchement des sphincters, l'énurésie donc qui s'ensuit, et ces signes cliniques font penser à une mort apparente. Ce qui fait que l'auteur a relâché son étreinte sur la gamine. Et là, c'est une chance énorme pour elle. Elle a subi ces sévices-là à quelques mètres de la chambre à coucher de ses parents, et ils n'ont rigoureusement rien entendu. Marion a survécu. Les policiers n'en ont pas terminé avec les indices abjects. Un petit bâton attire leur attention. C'est la maman de Marion qui a trouvé ce bâton de maquettiste dans le couloir. Et ce bâton est immaculé d'une tache rougeâtre qui s'avérera être plus tard du sang et qui est le sang de Marion. Donc le viol était pour nous était évident. S'attaquer à une gamine de 10 ans qui, je le rappelle, mesurait 1m37, elle faisait à peine 29 kg, qu'on puisse s'attaquer à une gamine de cette façon-là, je trouvais c'était horrible. Quand le père de Marion retrouve une pierre sur le parquet, il comprend vite. L'agresseur n'a pas eu mal à entrer dans leur appartement du rez-de-chaussée. On avait la vitre cassée, la fenêtre donnant sur la rue qui était ouverte, à l'évidence l'endroit par lequel le ou les auteurs ont pénétré dans l'appartement. C'est facile d'escalader, c'est des murs en pierre de grès. Pas de traces sur le mur. Les policiers doivent compter sur les souvenirs de Marion. On lui a présenté un album photo, on l'a mise en confiance, etc. Nous étions également avec la maman ce jour-là. Et on lui a présenté tout un lot de photos. Je dirais presque par amusement, elle regardait les photos. Enfin, elle reconnaissait personne, bien sûr. Et ce qui nous a déterminé donc à faire le portrait robot dans la foulée. Qu'est-ce que Marion arrive à dire aux policiers sur son agresseur ? Elle est entendue sur procès-verbal et elle leur parle avec ses mots d'enfant. Elle leur parle d'une tête d'homme aux cheveux bouclés et noirs. C'est très ténu comme description, mais à partir de là, les policiers vont quand même réussir à établir ce portrait robot. Marion a été examinée par un médecin. Qu'est-ce qu'il a constaté ? C'est une femme qui est gynécologue, qui va l'examiner et qui va établir un certificat médical où elle note une dilatation complète de l'hymen, récente et légèrement hémorragique. Elle relève également des blessures sur le sexe de Marion et des traces de spermatozoïdes immatures qui correspondent à du liquide séminal. En revanche, elle ne peut pas dire s'il y a eu un rapport sexuel, mais elle est formelle, il y a eu pénétration. Pénétration avec cette petite baguette qui est retrouvée sur les lieux. Il y a eu un contact sexuel étroit. On côtoie une famille de gens aisés, qui sont établis professionnellement, des enfants qui sont scolarisés, qui ont des amis, une famille tout à fait strictement normale. Une famille qui va endurer une nouvelle épreuve. Le matin même, il n'est même pas encore midi, Madame Villain va recevoir un appel téléphonique. Et la personne au bout du fil va lui dire « Alors, comment ça va, Madame Villain ?» Madame Villain, ta fille va bien ? Une provocation effarante. C'est là qu'on a mis ce téléphone sous écoute immédiatement. Intuition juste. Pas moins de 3 semaines plus tard, un individu a à nouveau téléphoné. C'est là que monsieur Villain décroche. Allô ? Allô ? Allô ? Est-ce que votre fille va bien, celle que j'ai violée la dernière fois ? Comment ?
va bien, c'est bien remis. Qui est à l'appareil? Bah, devinez, c'est moi qui suis passé la dernière fois. Quel jour? Dans la nuit. Quel jour c'était? Oh, je me rappelle plus. Vous vous rappelez plus? Comment vous appelez-vous? Ah, Zoro. Vous habitez à Strasbourg? Ah non? Vous habitez Strasbourg? Ah, vous êtes de la police? Allez, salut. Quand on entend ça, on est sidéré. Comment le père de Marion arrive-t-il à garder son calme? Oui, un sang-froid extraordinaire. En fait, le père de Marion a été briefé par les policiers de la sûreté urbaine. Ils lui ont dit « Cet homme rappellera peut-être chez vous et voilà ce que vous devrez faire. Vous devrez garder votre calme, vous devrez essayer de le faire parler, de ne pas le brusquer et lui faire livrer le plus d'informations possibles sur lui, informations qui nous permettront peut-être de l'identifier. » C'est un moyen aussi de localiser l'appel? Non, ça c'est dans les films. À l'époque, on ne sait pas remonter précisément un appel téléphonique. En revanche, on va avoir 2 éléments à partir de cet appel qui seront importants pour la suite de l'enquête. On sait que cet appel, il a été passé depuis un domicile privé et non pas une cabine téléphonique parce qu'à l'époque, les cabines téléphoniques sont répertoriées, surveillées. Et on sait également que cet appel, il était passé depuis une ville qui se trouve tout près de Strasbourg, à 3 km au nord de Strasbourg, et qui s'appelle Schiltigheim. Problème, Schiltigheim, c'est 50 000 habitants, presque autant de téléphones, donc ça revient à chercher une aiguille dans une meule de foin. Ça va bien, c'est bien remis. Qui est à l'appareil? Bah, devinez, c'est moi qui suis passé la dernière On a fois. épluché des dizaines de fichiers, des gens qui habitaient dans le quartier pas préférentiellement, des gens qui s'étaient fait interpeller à proximité dans les jours qui ont suivi. On a eu quelques dizaines de gardes à vue quand même. Allô? Est-ce que votre fille va bien? C'est que je l'ai vu la dernière fois. Zoro. De la police. Des dizaines de suspects qui ont tous dû répéter les phrases de ce Zoro. Finalement, on n'a pas eu de chance dans ce domaine-là. Dans le panel de voix qu'on avait transmis pour l'expertise, aucune voix n'était ressemblante à celle de Zoro. Un échec. Tandis que Marion et sa famille restent hantés par l'agresseur. Il peut revenir et s'en reprendre à eux. Alors ils vivent dans la peur à partir de ce moment-là. Tous les midis, nous avions une équipe de policiers en civil qui la suivait de loin, qui la raccompagnait autant pour aller à l'école que pour rentrer chez elle, pour qu'elle soit rassurée aussi également. Malgré ces mesures, la famille est constamment sur ses gardes. Marion ne se déplace plus qu'avec un sifflet et un chien. Et ses parents bouleversent leurs habitudes. Toute la famille dormira dans la même pièce. Les 2 filles entre les 2 parents. Madame Villain ne dormira plus à ce moment-là que sur le dos, pour avoir ses 2 oreilles bien dégagées au cas où le moindre bruit suspect viendrait l'alerter. Dix jours plus tard, le 20 février 86, le téléphone sonne à nouveau chez les Villains. Cette fois, c'est Madame Villain qui décroche. Et que lui dit l'agresseur de sa fille? Cet appel, ça sera le dernier. Voilà l'échange. Madame Villain, ta fille va mieux? C'est moi qui suis venu l'autre nuit, elle est mignonne, ta fille. Cet appel ne permet toujours pas de localiser, donc d'identifier l'agresseur. Il ne fait pas avancer l'enquête. Après ça, le fameux Zoro ne se manifestera plus jamais. Mais 3 semaines plus tard, il y a une nouvelle agression et cette fois-ci, l'auteur a encore franchi un cap. Dans la nuit, coup de téléphone et la salle de commandement du commissariat m'annonce que je suis requis pour aller sur une scène de crime. La Robertsau, un quartier résidentiel de Strasbourg. Une lycéenne vient d'être tuée dans la cuisine de son appartement du rez-de-chaussée.
Je vois une jeune fille sur le sol, à moitié dévêtue, hein, le bas du corps dévêtu. Elle est sur le ventre, un peu sur le côté, mais sur le ventre. Elle s'appelait Martine Riss. Ça vous touche, hein? En plus, c'est une jeune fille, 17-18 ans. À ses pieds, les policiers découvrent une étrange mise en scène. Peut-être à moins d'1 mètre sur le côté, il y a une paire de ciseaux, des poils. C'est quand même assez étonnant de voir qu'on trouve des poils, vu leur consistance des poils pubiens, avec une paire de ciseaux. Vous dites, on est tombé sur vraiment un fêlé, quoi. Martine vivait dans cet appartement avec sa sœur aînée Patricia. C'est elle qui a alerté la police. Les parents avaient acquis un petit appartement pour leur permettre d'éviter des trajets au quotidien, comme elles étaient étudiantes, l'une à la faculté d'allemand et l'autre était en terminale. C'était 2 jeunes filles studieuses qui ne sortaient pas beaucoup, elles avaient des amis, elles allaient un petit peu au cinéma, vraiment des jeunes filles, comme on disait à l'époque, bien comme il faut. Et d'ailleurs, elles avaient bien sûr des passions, notamment Martine était une fan de Jean-Jacques Goldman, Patricia était assez sportive, Martine aussi d'ailleurs. Elles s'entendaient bien ? Elles s'entendaient très bien et je dois dire que le soir des fêtes, elles ont fait la vaisselle ensemble. Patricia s'est assise sur le lit de Martine alors qu'elle venait de se coucher. Elles ont discuté un petit moment. Patricia a quitté donc la chambre et elle ne reverra jamais sa petite sœur vivante. Patricia raconte aux policiers qu'en pleine nuit, elle a senti une présence. Un homme était près de son lit, le visage masqué. Il s'est jeté sur elle pour l'étrangler. Elle a hurlé. Le fait que la table de chevet soit renversée, il y a une lutte. Près de cette table de chevet, on va trouver un couteau. Et on trouve une cordelette. On comprend que l'individu est allé vers elle après avoir tué sa sœur pour lui faire, en fin de compte, subir le même sort. Et elle a eu beaucoup de chance. L'agresseur s'est enfui. Patricia s'est précipitée dans la chambre de Martine. Mais sa sœur gisait inanimée dans la cuisine. Sur son cou, les policiers retrouvent une signature qu'ils connaissent bien. On trouve ces fameuses traces de strangulation. Donc ces traces correspondent à des traces de cordelette. L'étranglement, la manière d'opérer, la cordelette, à l'évidence, ça nous faisait penser que, oulala, ça c'est notre Zorro qui agit, c'est pas possible. Un seul et même agresseur. Mais cette fois, comment a-t-il pu entrer dans l'appartement ? Quand les policiers sont arrivés, la porte et tous les volets étaient fermés. L'enquête a révélé que quelque temps avant les faits, des galets avaient fracturé une petite fenêtre, une lucarne qui donnait dans l'appartement des jeunes filles. Et Patricia a pu par la suite se rappeler qu'un trousseau de clés avait disparu. Elles se sont pas inquiétées de la disparition de ce trousseau de clés ? Elles avaient imaginé qu'elles avaient dû oublier ce jeu de clés chez leurs parents à l'occasion du week-end précédent et donc pour elles, il n'y avait rien de particulièrement anormal. Donc on imagine que l'individu s'est introduit par cette lucarne, a fait le tour du propriétaire pour ensuite prendre ses clés et décider d'y revenir plus tard. Martine a-t-elle été violée pendant l'agression ? Il est vrai que le corps de cette jeune fille était partiellement dénudé lorsqu'on l'a retrouvé.
Il est vrai qu'il y avait quand même des actes qui montraient qu'il y avait une connotation sexuelle, notamment le fait que l'on retrouve des poils pubiens découpés tout autour de son corps. Il y avait une espèce de mise en scène sexuelle, en fait, c'est ça? Une mise en scène sexuelle qui, bien sûr, montrait quelque part cette volonté, sans doute, de l'individu, auteur des faits, de porter atteinte à la dignité, en tout cas, de cette jeune fille. Sur la scène de crime, les policiers relèvent plusieurs indices. Par contre, à l'époque, le gros souci, c'est qu'on ne connaît pas l'ADN et on ne peut pas faire de prélèvement ADN sur tous les objets potentiels que l'auteur des faits aurait pu laisser. Les policiers poursuivent donc leurs recherches comme on le faisait à l'époque. Dans la chambre, le premier élément marquant, c'est une coiffeuse en bois, vernie, dont le dessus est protégé par une plaque de verre. Une plaque de verre. Une aubaine pour qui cherche des empreintes digitales. Rien qu'au regard, déjà, la première exploitation montre qu'il y a quelque chose. On distingue une trace à l'œil nu. Je prends mon pinceau, je l'imbibe de poudre d'aluminium et je badigeonne la surface de verre. Bingo! Il ne faut que quelques instants pour qu'une empreinte apparaisse. L'empreinte, à la voir, ce n'est pas une empreinte de doigt. C'est l'empreinte d'une paume de main et vu la position, c'est une paume de main gauche. Mais le plus délicat reste à faire. Transférer cette empreinte palmaire sur un support transportable. Il faut surtout pas se louper à faire un glissement avec la plaque de gélatine. Et c'est à partir du moment où je la vois transférée que je me dis « Banco, j'ai réussi ». Après avoir vérifié que l'empreinte n'est ni celle des deux sœurs, ni celle des membres de leur famille, les policiers réalisent qu'ils viennent de marquer un sacré point. Eureka, on a une trace. Comme la voix de Zorro, c'est un indice, c'est même une preuve de reconnaissance d'un individu. Une preuve à condition de trouver un suspect. Mais en 86, la police ne dispose pas plus de fichiers génétiques que de fichiers des empreintes palmaires. Les seules empreintes qu'on peut nous identifier, de par les fichiers qu'on a, sont des empreintes digitales. Les policiers comprennent qu'il va leur falloir beaucoup de patience et de persévérance s'ils veulent remonter l'auteur de la trace palmaire. Dès le lendemain ou le surlendemain des faits, toute la classe de Martine, on a pris les empreintes. Parce que ça pouvait très bien être un copain, un ami, et qui, pour un mauvais jeu de rôle ou parce que ça tourne mal, étrangle la petite. Il va y avoir plus ou moins une rafle de tout individu à moitié détraqué sur Strasbourg qui va nous être amené au service. Et chaque fois qu'un individu passe au service, il y a un petit coup d'adrénaline qui arrive en se disant qui c'est. Hein? Imaginez que c'est lui. Tandis que la police s'active, la population strasbourgeoise apprend qu'un étrangleur à la cordelette rôde en ville. Un fait divers dramatique mobilise les services de police strasbourgeois et inquiète la population. Une étudiante de 17 ans a été assassinée à son domicile de la Robertsau dans la nuit de lundi à mardi. Nous avions quelqu'un de déterminé, quelqu'un qui n'a pas peur de rentrer dans le domicile des gens pendant leur sommeil.
Il y a 2 affaires, mon seul souci, c'est qu'on n'est pas 3. On tournait principalement sur le nord de Strasbourg, chez Dikheim, Roberceau, on faisait tous les quartiers, on contrôlait des gens qui étaient là, qui n'avaient rien à y faire. Il fallait absolument qu'on trouve cet individu. Et ce que tout le monde redoute finit par arriver. 6 mois plus tard, l'étrangleur de Strasbourg remet ça. La victime s'appelle Marie-Paul. Elle a 19 ans et elle est agressée dans la nuit du 14 au 15 novembre 1986. Toujours dans le même secteur. Regardez cette carte, c'est Strasbourg. Marie-Paul habite ici, quai Rouget de Lille. C'est à 450 mètres du domicile des parents de Marion, 5 minutes à pied. Et c'est à 2,5 km du domicile de Martine et Patricia Ries. Marie-Paul, elle a été réveillée en pleine nuit parce qu'elle a senti sa tête cogner contre la table de chevet. Et elle a poussé un hurlement. Elle a mis en fuite son agresseur. Elle va se retrouver avec le nez cassé, des ecchymoses au niveau des yeux, de la mâchoire, du cou et du menton. C'est le même mode opératoire ? Oui, exactement. Une agression nocturne dans un appartement, une tentative de strangulation avec une cordelette sous la menace d'un couteau. La seule différence, cette fois-ci chez Marie-Paul, c'est qu'elle habite au premier étage alors que les 3 précédentes victimes étaient au rez-de-chaussée. C'est un sentiment d'impuissance, alors qu'on fait tout pour arriver à solutionner ce crime, et on n'y arrive pas. C'est triste, c'est désolant pour nous. Qu'est-ce qui va pouvoir sortir un jour qui va nous permettre d'aller plus loin et de dire, oui, là, ça y est, on va y arriver. Les policiers ne peuvent pas attendre que l'étrangleur repasse à l'acte. Il leur faut une piste, quelque chose, vite. Et si l'homme avait déjà frappé avant Marion ? Et s'il avait laissé des indices, plus tôt, quelque part ? Les policiers se replongent dans leur vieux dossier. Et ils exhument une affaire qui remonte à 85. Ce soir-là, Patricia Huckel, une femme de 25 ans, rentrait chez elle en banlieue de Strasbourg, à Schlitigheim, dans son appartement du rez-de-chaussée. C'était un soir d'automne, il faisait très beau, je revenais de Paris et j'ai laissé la fenêtre du balcon ouverte. Je me suis couchée vers 2 heures. En fait, je me souviendrai toujours de ça. Je suis allongée dans mon lit et j'étouffe. À un moment, je me réveille et je vois une silhouette noire au-dessus de moi. Je n'ai vu que le bas noir, le pantalon sombre. Il était en fait à 5 cm, 10 cm de moi. On s'est regardé. Mais je ne pouvais voir que ses yeux. Et j'étais en train de me bagarrer pour leur faire tomber cette silhouette. L'agresseur tente d'étouffer Patricia, mais elle hurle. Un instinct de survie. Son agresseur prend la fuite. Ça résonne toujours dans mes oreilles. C'est les bruits des pas qui s'échappent, qui claquent dans le couloir, alors que je suis clouée au lit, c'est-à-dire pétrifiée, avec une impossibilité de crier, de bouger. Au bout d'un moment, je sonne chez les voisins, qui m'ouvrent et qui me regardent effarés, qui me couvrent et qui appellent la police. Je les tiens par le bras comme un enfant de 5 ans. Je m'agrippe après le policier et donc il voit le couteau à côté du lit et la cordelette. Une corde, un couteau, la signature de l'étrangleur, mais aussi un mégot. Les policiers sentent qu'ils sont sur une bonne piste.
Même si Patricia n'a pas tout dit au moment de son agression, même si elle a gardé pour elle un secret qu'elle cachera pendant 28 ans. Je ne leur dis pas que j'ai été agressée sexuellement, violée. C'était impossible d'en parler. C'était impossible de parler de ça. Parce que, avec l'éducation que j'avais eue, il fallait absolument que je sois une fille irréprochable. Donc, moins on en parlerait, mieux ce serait pour toute la famille. Quand le juge confronte ce nouveau dossier aux agressions de l'étrangleur, il est vite persuadé lui aussi qu'il s'agit du même homme. Il convoque donc Patricia et les autres victimes au palais de justice. Le juge Lehenaf nous a fait passer l'enregistrement pour savoir si on allait reconnaître la voix. Ça va bien, c'est bien remis? Qui est à l'appareil? Bah devinez, c'est moi qui suis passé la dernière fois. Mais il ne nous avait pas parlé, on ne pouvait pas reconnaître de voix. 2 années passent donc, sans que l'enquête ne fasse le moindre pas. Du coup, le juge décide de taper fort. C'est un document assez particulier que nous allons vous faire entendre maintenant. Il s'agit de l'enregistrement d'une conversation. Fait exceptionnel, le magistrat fait diffuser à la télévision la revendication du viol de Marion. Qui remonte à 2 ans maintenant. Allô? Allô? Est-ce que votre fille va bien, celle que j'ai violée la dernière fois? Qui est à l'appareil? Bah devinez, c'est moi qui suis passé la dernière fois. Comment vous appelez-vous? Ah, Zéro. Nous avons recours à une technique télévisuelle pour tenter d'identifier cet individu qui, depuis 1985, échappe aux recherches de la police. On a eu pas mal d'appels. Plusieurs centaines d'appels. Ça nous a fait beaucoup de travail, évidemment, mais il fallait le faire. Sauf que tous ces appels étaient négatifs, c'était vain, ça n'a rien donné. Un échec, une fois de plus, qui ravive chez Marion Villain le cauchemar de cette nuit du 22 janvier 86. Cette nuit-là, la peur est entrée dans sa vie et ne l'a plus jamais quittée. La peur qui accompagne Marion depuis 3 ans et la poursuit dans sa vie d'adolescente. Tous les soirs, toute la nuit, dès qu'elle ferme les yeux, elle a cette sensation-là d'une ombre qui fond sur elle. Une ombre qui hante aussi la vie de Patricia Huckel. Je ne pouvais plus sortir le soir, je ne pouvais plus rester chez moi le soir, je ne pouvais plus rester dans ma chambre la nuit, je ne pouvais... Voilà, j'étais devenue dépendante des autres. C'est-à-dire, j'avais besoin de demander à ma sœur d'être là dès que le jour se couchait. J'étais obligée de m'entourer d'amis jusqu'au jour où j'ai décidé de retourner chez mes parents parce que c'était devenu insupportable pour moi. D'autant plus insupportable que l'agresseur est dans la nature. Même si depuis la fin 86, il n'a plus fait parler de lui. Est-ce qu'il a quitté la région? Est-ce qu'il a quitté la France? Est-ce qu'il est mort? On s'imagine plein de choses, voilà. Tous les hommes que je rencontrais dans la rue, tous les hommes que je pouvais côtoyer, pouvaient être cet homme-là. Faute de suspect, le 8 août 89, soit presque 4 ans après l'agression de Patricia Huckel, le juge d'instruction rend un non-lieu. Là, j'ai commencé à être très en colère contre la police, la justice, contre tout ce qui était institutionnel. Je ne comprenais pas. Je ne comprenais juste pas. Pour moi, non-lieu,
ça veut juste dire ça n'a pas eu lieu. Dominique, ce non-lieu ne signifie pas que l'action judiciaire est définitivement éteinte. Non, Frédéric, parce que le non-lieu, c'est l'abandon de l'action judiciaire par le juge d'instruction, quand il considère qu'il est arrivé au bout de ses investigations. Mais si un élément nouveau était porté à la connaissance de la justice, le parquet peut très bien rouvrir le dossier. Mais ce dossier ne peut être rouvert que si cet élément nouveau intervient avant la fin du délai de prescription. Et à l'époque, ce délai de prescription, il est de 10 ans en matière criminelle. Le délai de prescription commence à courir au moment où le juge délivre et signe cette fameuse ordonnance de non-lieu. Donc pour Patricia Huckel, ça signifie que son dossier pourra être réouvert jusqu'en 1999. Et les autres dossiers, ils connaissent le même sort ? Exactement le même sort. En 1989, non-lieu dans le dossier de Marie-Paul. 2 ans plus tard, on est le 31 mai 91, non-lieu dans le dossier de la petite Marion Villain. Et quelques jours plus tard, 13 juin 91, non-lieu pour les affaires de Martine et Patrice Harris. Cela est quelque chose d'extrêmement douloureux parce que finalement, ils se disent qu'ils ne sauront sans doute jamais la vérité. Et pour eux, il y avait quand même une soif de savoir ce qui était arrivé à leur sœur, à leur fille. Et c'était très compliqué pour eux aussi d'imaginer qu'ils ne mettraient jamais un visage sur l'auteur des faits. Cinq non-lieux. Mais les policiers de Strasbourg n'oublient pas. Et inlassablement, ils continuent à comparer l'empreinte palmaire de l'étrangleur à celle des délinquants sexuels qu'ils arrêtent. Ce dossier, on le vit jusque dans ses chairs et donc il fallait pas clore ce dossier. Il fallait pas le clore et personne ne voulait lâcher le morceau. À la PJ, on se transmet le dossier de flic en flic. Les anciens briefent les nouveaux. Personne ne lâche. L'étrangleur de Strasbourg reste la plus grosse blessure ouverte et une blessure dont chaque flic de Strasbourg parle à un moment ou à un autre. Et lorsque j'arrive en brigade criminelle, on me reparle de ce dossier, mais toujours comme un cold case. C'est clair que dès qu'une piste faisait jour ou qu'un rapprochement pouvait être fait, tout de suite, effectivement, on sautait dessus parce que voilà, quoi. Je veux dire, on voulait sortir le dossier, quoi. Mais comment avancer quand tout a été tenté ? Compter sur la chance ? Le hasard est bien souvent le meilleur allié de la police. Et il pointe son nez un matin de décembre 93 au détour d'une pause café. C'est dans le journal qu'un policier trouve un fil, ou plutôt une brève. Un homme vient d'être condamné à perpétuité en Savoie pour une série de crimes. Il s'appelle Gilles de Vallière. Il a notamment tué une petite fille de 10 ans à Annemasse en février 86, 7 ans plus tôt. 86. C'est l'année des crimes de l'étrangleur. Mon collègue m'appelle, Christian, on a peut-être du neuf, voilà ce qui arrive, qu'est-ce que tu en penses Gilles de Vallière a un mode opératoire que les policiers connaissent bien. Il avait utilisé aussi des cordelettes. Et donc, quand le collègue a appris cette affaire, effectivement, il a fait tout de suite le lien avec les dossiers qui étaient arrivés sur Strasbourg. Donc, l'enquête a été réouverte tout de suite. Une nouvelle piste, après des années d'enlisement, qui intéresse d'autant plus les policiers qu'ils apprennent que la mère de Gilles de Vallière vivait à Strasbourg en 86 et que son fils lui rendait régulièrement visite. La PJ ressort aussitôt l'enregistrement de Zorro pour comparer sa voix à celle de Gilles de Vallière. Il ne lui ressemble pas. Mais il y a encore une chance. La fameuse empreinte palmaire. Son empreinte a été comparée, mais ça ne correspondait pas à l'empreinte relevée sur la coiffeuse. Malheureusement, ça n'a pas matché, quoi.
après le faux espoir de Devallière, un nouveau non-lieu a été prononcé en 97. Et après ? Il ne se passe rien pendant 12 ans, jusqu'en 2009. Et en 2009, un témoin inattendu va se manifester et écrire au procureur de la République. C'est une femme qui explique au procureur que son ex-conjoint lui a raconté qu'il était l'auteur de tous ces crimes. Bien évidemment, la police va aller vérifier, mais là encore, c'est une fausse piste. Le temps passe, mais paradoxalement, c'est aussi une chance pour le dossier qui entre alors dans une nouvelle ère technique et scientifique. Oui, c'est vrai parce que dans les années 2000, la justice va moderniser ses fichiers, notamment le FAED, fichier automatisé des empreintes digitales. Jusqu'ici, jusqu'en 2005, on y mettait les empreintes digitales retrouvées sur des scènes de crime ou des personnes qui avaient été interrogées. À partir de 2005, on va aussi y verser les empreintes palmaires. Or, dans l'affaire de Strasbourg, je vous rappelle que c'est une empreinte palmaire que les policiers ont depuis 1986. Et c'est comme ça, grâce au FAED, au fichier automatisé, que l'affaire va faire un bond en avant, un véritable miracle, 27 ans plus tard. Au fichier automatisé des empreintes digitales, Émilie Belgrand reprend l'empreinte de l'étrangleur. C'est la plus ancienne trace non résolue à Strasbourg. Elle va la comparer à celle des délinquants récemment entrés dans le fichier national. Je savais qu'on l'avait dans les tiroirs et je savais que son heure était venue. Je suis repartie complètement de zéro, j'ai retraité la trace, en fait je l'ai complètement retravaillée en brut et je commence à l'encoder de façon manuelle. Patiemment, Émilie Belgrand place des minuties, c'est-à-dire des points caractéristiques, sur l'empreinte de l'étrangleur à gauche. Même opération sur l'empreinte des délinquants à droite. Plus il y en a, mieux c'est. Il faut savoir que pour une identité parfaite, il faut avoir 12 points concordants entre une trace et une empreinte. Et là, je clique sur valider, donc je l'envoie dans le logiciel pour qu'il procède à la comparaison avec la base de données. Et au bout de quelques dizaines de minutes, je vois que le logiciel me propose des résultats. Après toutes ces années, ça match. Eh bien, quand j'ouvre l'écran, là, je suis plutôt abasourdie. Donc, en fait, au premier coup d'œil, c'est significatif que l'empreinte qui m'est présentée en face à face correspond tout à fait. Le premier individu se détache très, très largement par rapport au deuxième individu proposé. J'ai énormément d'émotions. Je pense aux victimes. Est-ce que ça va être une bonne chose ou pas pour elles ? Comment ça va se passer ? Je pense aussi aux mises en cause. Où est-il ? Que fait-il ? Qui est-ce surtout, puisqu'on travaille sur des numéros ? Au bout de quelques minutes, l'identité tombe. Charbonnier Nicolas, 50 ans. On découvre qu'il est né dans l'Essonne, qu'il a été signalisé 1 an auparavant dans le Sud. Nicolas Charbonnier a été fiché quelques mois plus tôt à Bordeaux. Pour un simple vol de portefeuille dans une piscine. Je suis très ému. Vraiment, je suis très ému. Ça y est, banco, 28 ans plus tard, la personne a été identifiée et va pouvoir payer pour les actes qu'il a commis à cette époque-là. C'était un soulagement. Un soulagement. Et là, voilà quoi. Parce que c'est un dossier qui devait sortir quoi. Voilà. La première réaction, c'est de se dire mais c'est fantastique. Enfin, on a quelque chose qui va avancer. Après, tout de suite après, on reste prudente.
On a d'un côté un prédateur et de l'autre côté un petit voleur. Est-ce qu'on va se planter ? Un espoir après 27 ans d'enquête. Mais pas question de se précipiter. Sur instruction du juge, les policiers vont d'abord creuser le profil de Nicolas Charbonnier. Première surprise, c'est un peu Monsieur Tout-le-Monde. C'est quelqu'un qui est inséré socialement, qui a été marié, qui est divorcé, mais qui s'occupe très bien de son enfant. C'est quelqu'un qui est très attaché manifestement à sa famille et quelqu'un que l'on ne voit pas commettre des faits tels que ceux-ci. A priori, il n'est pas dangereux. Donc, il va falloir que l'on se prépare, qu'on bétonne tout. Ça va nous prendre des semaines, ça va même nous prendre des mois avant d'aller le voir. Les policiers vont enquêter dans le plus grand secret, remontant toute la vie de Nicolas Charbonnier. Ce qui les intéresse en particulier, 1986. Cette année-là, Charbonnier avait 24 ans et il vivait chez ses parents à Strasbourg. On se rend compte tout de suite que donc l'endroit où il habite par rapport aux agressions des sœurs Ris et de Marion, c'est qu'il habite à 2 km du lieu des agressions. On se rendra compte plus tard, en enquêtant sur le dossier Patricia Huckel, que voilà, elle habitait à 400 mètres de chez lui, quoi. Un élément de plus. Mais le dossier des policiers reste mince face à un homme qui a gardé son secret si longtemps. On n'a que ça. Cette trace prélevée il y a 27 ans. On n'aura pas de témoignage. On ne pourra pas faire de recoupement par la téléphonie. On n'aura aucune trace scientifique, style de l'ADN ou quelque chose dans ce genre-là. Donc on a une seule carte à jouer. Une seule. C'est un fusil à un coup, c'est même pas un fusil à 2 coups, c'est un fusil à un coup. À partir du moment où on va armer le chien, c'est fini. C'est où on gagne, ou on perd. Ce serait si facile pour Nicolas Charbonnier de leur servir un alibi 27 ans plus tard. On ne voulait pas qu'ils nous disent bah oui, mais je la connais, c'était une copine, je l'ai croisée un soir dans un bar et je suis rentré chez elle, on a bu un verre et puis voilà, quoi. Alors les policiers vont peaufiner leur technique d'audition en se mettant tour à tour dans la peau de leur suspect. On posait une question et on essayait d'imaginer toutes les réponses qu'ils pouvaient nous donner. Et en fonction des réponses, imaginer la série de questions suivantes, etc., etc. Et ensuite, on changeait. C'est-à-dire, j'ai récupéré sa liste de questions, et je lui posais des questions, et lui-même me donnait toutes les réponses possibles. Sans même le remarquer au départ, en fait, on a commencé à faire des jeux de rôle. Et donc, on a répété. Voilà. Il faudra 4 mois de travail acharné pour que les policiers soient prêts à arrêter Nicolas Charbonnier. Mais avant, ils ont un petit détail à régler. Avant de partir, je dis on colle toute la famille sur écoute. Pourquoi je la mets sur écoute ? Je ne sais pas encore à ce moment-là ce qui va se passer par la suite. La seule chose que je veux savoir, c'est prendre la température auprès de la famille. Pendant que la famille de Charbonnier est placée sur écoute, les policiers prennent la route de Bordeaux. Leur numéro est parfaitement rodé. Il faut qu'ils comprennent que si on est là, 25 ans après, quand j'aurais toqué à sa porte, que je me serais présenté comme étant la brigade criminelle de Strasbourg, il doit comprendre que j'ai quelque chose et qu'on ne lui dira pas. Il ouvre. Bonjour, police judiciaire de Strasbourg. Vous êtes placé en garde à vue pour des faits de meurtre, tentative de meurtre et viol, pour des faits commis il y a 25 ans, 26 ans, 27 ans à Strasbourg. On est les yeux dans les yeux, et à ce moment-là, moi, je sais que je me suis pas planté, et lui sait qu'il est foutu. Je pense que dans sa tête, il
son monde s'effondrait, mais il l'a pas montré, quoi. Il a fait celui qui comprenait pas, quoi. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi moi? Les policiers ont mis 27 ans pour arriver à Nicolas Charbonnier. Mais ils n'ont que 48 heures pour le faire avouer. On lui en dit le moins possible. On lui dit qu'on a trouvé une trace qui le place sur une scène de crime. On lui dit pas ce que c'est comme trace, on lui dit pas où. Voilà, on laisse planer le doute pour qu'il gamberge. Il attend en fait que moi je lui dise quelque chose. Et moi je lui dis, attends garçon, d'abord c'est toi qui vas parler. Voilà. Charbonnier est désarçonné. Les policiers ne lui citent ni le nom de Martine Riss, ni celui des autres victimes. Pour le faire parler, les policiers vont jouer la carte de la connivence. Il a fallu le ramener, Nicolas Charbonnier, dans Strasbourg, à la période des meurtres. T'étais où? Ah, j'étais militaire. Ok, tu t'es engagé quand? Je me suis engagé dans les années 80. Ah, bien, moi aussi, t'as vu? Charbonnier leur raconte ensuite qu'il a quitté l'armée en 85 et qu'il s'est retrouvé sans boulot. La journée, tu faisais quoi? T'étais plus militaire, t'avais besoin de sous pour sortir le soir, t'avais besoin d'un petit peu d'argent. C'est ton père qui le subventionnait? Non, c'est-à-dire que oui, effectivement, j'ai commis des vols. Mais des vols simples, comme dans le vestiaire? Non, c'était des vols par effraction. Ah, des vols par effraction. Charbonnier est en confiance et il commence à en dire un peu plus sur ces fameux vols. Il raconte que tout a commencé un soir de 86, alors qu'il allait en boîte de nuit. Il allait au chalet et il a vu sur le bas-côté de la route un individu qui était en panne avec sa voiture. Et là, il nous dit, ce mec a sorti une corde de sa voiture et je l'ai tracté jusqu'au parking du chalet et après on a fait connaissance. Et cet homme-là finit par lui expliquer qu'il fait des cambriolages. Et il dit, et donc moi, pour l'adrénaline, parce qu'il avait de l'argent, etc., j'ai décidé de faire des cambriolages avec lui. Cet homme, qu'il présente comme son mentor, Charbonnier l'appelle Monsieur X. À quoi il ressemble? Décris-le nom. Hein. On a toujours un portrait robot d'ailleurs, qui traîne dans un coin. Non, mais bon, bref. Mais on le sent pas de toute façon, ce Monsieur X. Et nous, on sait que de toute façon, toutes ces agressions ont été faites par un solitaire. Charbonnier est allé trop loin. Empêtré dans des explications peu convaincantes, il finit par tomber dans son propre piège. Et spontanément, il nous explique que pour rentrer dans les appartements, il casse des vitres avec un caillou. Ça, c'est le mode opératoire dans l'affaire Riss et dans l'affaire de Marion. Là, on sait qu'on le tient, quoi. Involontairement, Charbonnier vient de se placer sur les scènes de crime. Intérieurement, c'est la fiesta. Hein. C'est 27 ans d'enquête qui viennent de vous exploser la figure, quoi. C'est la fiesta. Mais professionnel, pas de réaction. Michel, pas de réaction. Et on lui dit, bon, il y a quand même un souci, voilà, il y a quand même cette trace, il va falloir que tu t'expliques, quoi. Cette trace, c'est la carte maîtresse des policiers, la fameuse empreinte qu'ils ont gardée dans leur poche jusqu'au dernier moment. Mais même face à cette preuve, Charbonnier cherche encore une échappatoire. Je suis effectivement rentré dans ces appartements-là pour cambrioler avec mon mentor. Après, je ne sais pas ce qu'il a fait. À chaque fois, j'avais peur. Je partais avant lui. Lui mettait des gants. Moi, j'en mettais pas. C'est pour ça que vous avez trouvé mes empreintes, pas les siennes, et ainsi de suite. Voilà. On s'est dit, mais pourquoi il t'a pas dit de mettre des gants? Comme ça, personne n'aurait été inquiété, quoi. Alors, il me dit, oui, mais c'est peut-être parce qu'il a voulu me faire accuser des meurtres. Et j'ai dit, mais c'est Kaiser Soze, ton copain, quoi. Pourquoi il aurait fait ça, quoi? Pourquoi il aurait fait ça? Il suffisait qu'il te dise, mets des gants aussi, et personne n'était inquiété dans cette affaire, quoi. Donc, je veux dire, voilà, on a eu beau lui faire comprendre que ce qu'il nous racontait, c'était n'importe quoi, il est resté là-dessus. Après plusieurs heures d'audition, les policiers font une pause.
Et là, Charbonnier leur lâche quelques mots. En descendant, on n'est que tous les deux. Et il me dit, vous devez me prendre pour un monstre parce que vous savez ce que j'ai fait. C'est ce qu'il me dit. Et on essaye de rebondir là-dessus. Mais c'est trop tard. C'est trop tard. Malgré l'évidence, Nicolas Charbonnier n'avoue pas. Il tiendra tête aux policiers jusqu'à la fin de sa garde à vue. Celui que l'on surnommait l'étrangleur de la Robertsau va-t-il finalement être rattrapé par son passé? Un homme âgé de 50 ans a été interpellé près de Bordeaux, soupçonné d'avoir tué une étudiante et violé une fillette. Après tout ce temps, les victimes n'y croyaient plus. Je me souviendrai toute ma vie de ça. C'est-à-dire, j'ai eu 25 ans. En 3 mots, j'ai eu 25 ans. Et pendant des heures, j'ai hurlé. Et ça a été très difficile, très douloureux de sortir cette douleur du bas-ventre qui m'étreignait depuis des années. Ce Nicolas Charbonnier, ils le connaissent? Vos clients, c'est un nom qui leur dit quelque chose? C'est vrai qu'à l'occasion de l'enquête, on s'était posé la question de savoir si les Firis l'avaient connu. Est-ce que c'est quelqu'un qu'elles auraient pu côtoyer? Est-ce que c'est quelqu'un qu'elles auraient peut-être rencontré à l'occasion d'une soirée? Et tel n'a jamais été le cas. C'était vraiment pour celle-ci un inconnu parfait. Alors que Nicolas Charbonnier est placé en détention provisoire, France 3 rediffuse l'enregistrement de février 86. Comment vous appelez-vous? Ah, Zoro. Allez, salut. Ce soir-là, les parents et les frères et sœurs de Nicolas Charbonnier sont devant leur poste de télé, sans savoir que leurs lignes téléphoniques sont sur écoute depuis plusieurs mois. Ils se sont tous appelés, les uns après les autres. T'as entendu? Oui, j'ai entendu. Mais c'est Nicolas. T'es sûr? Oui, je suis sûr. Ouais, mais moi aussi, mais je veux pas y croire. C'est un pas décisif parce que ça veut dire que voilà, il n'y aura pas besoin de faire d'expertise de la voix dans un laboratoire pour nous calculer des hertz ou je ne sais quoi. Voilà, il y a des frères et sœurs, des parents qui disent c'est la voix de Nicolas Charbonnier. La famille de Charbonnier est anéantie. Comment croire que leur Nicolas est l'étrangleur de Strasbourg? C'est tout aussi difficile pour son ex-femme, avec laquelle Charbonnier a vécu 17 ans avant de divorcer. Elle ne veut pas y croire. Elle ne veut pas y croire. Elle est persuadée que c'est une cabale montée contre son mari, que c'est un montage policier comme on en voit à la télé, que nous sommes des affabulateurs. Son mari est quelqu'un de bien. Effectivement, cet homme-là, pendant 27 ans, a eu une vie, a réussi à vivre de manière totalement normale et à cacher à ses proches, à sa femme, eh bien, ce qu'il avait commis quand il avait à peine 24 ans. Pendant toutes ces années, Charbonnier se serait complètement dévoué à sa femme et à leur fille. C'est un homme qui n'a pas vraiment d'ambition professionnelle, donc il travaille pour vivre, mais il fait petite mission intérim après petite mission intérim. C'est quelqu'un qui fait primer, voilà, la famille, sa femme, sa fille. Et il faisait tout pour elle. Hein. Il s'était mis en congé parental 3 ans, je crois, à la naissance. Enfin, je veux dire, il y a qu'une chose qui comptait, c'était sa gamine, quoi. Un papa poule. Mais comment expliquer que Nicolas Charbonnier ait été 27 ans plus tôt un violeur doublé d'un meurtrier? Par son enfance?
Il a été élevé au sein d'une famille nombreuse, avec 8 frères et sœurs, et un père haut gradé dans l'armée. Un père brillant, une maman issue d'une famille catholique pratiquante et tout ce qu'on veut, et des frères et sœurs qui ont tous du boulot. Une famille parfaitement traditionnelle qui lui a, à mon sens, donné toutes les cartes en main pour avoir une belle vie épanouie avec une belle carrière. Et voilà, ça c'est... L'explication n'est certainement pas à chercher dans une enfance malheureuse. Mal aimé Charbonnier? Sûrement pas. Alors, qu'est-ce qui l'a fait basculer? Après des études médiocres, il s'est engagé à 18 ans dans l'armée, bien décidé à marcher sur les traces de son père. On s'est procuré son livret militaire. C'était pas le premier de la classe, hein? À l'armée, les appréciations ne sont pas bonnes. Manque de dynamisme et d'initiative. Sous-officier au-dessous de la moyenne. À la fin de son contrat, la sanction tombe. Recrue médiocre, à ne pas rengager. Et au bout de 5 ans, il se retrouve dehors. Il va où? Il retourne dans le giron familial. Il a dit j'avais l'impression d'avoir perdu ma famille en parlant de sa famille militaire. Le fait de perdre un statut social, le fait de perdre une certaine prestance, selon lui, l'aurait entraîné à avoir de mauvaises fréquentations, à consommer des produits stupéfiants et de l'alcool, et dans ce qu'il a qualifié de mauvais délire, à commettre les faits. Il a pu se sentir dévalorisé par son éviction de l'armée, votre client? Alors je crois que c'est le nœud du problème en fait. Il faut se plonger dans son histoire. Il vient d'une famille très traditionnelle, avec un père officier supérieur, major de Saint-Cyr, qui est à la fois le commandeur, le modèle, et qui est quelqu'un qu'on ne peut pas, en tout cas dans l'esprit de Nicolas Charbonnier, qu'on ne peut pas décevoir. Il était très, très elliptique, Nicolas, sur son passé militaire. Il nous avait expliqué que finalement, au bout de 5 ans, c'était pas sa vie, c'était pas son truc, et que c'était un divorce à l'amiable, et qu'il passait à autre chose. Mais c'est pas vrai. Et en réalité, c'est pas vrai du tout. Il a été jugé insuffisant. Et le mot médiocre a été écrit dans sa notation. Il est donc rentré à la maison, devant ce père qui était un peu impressionnant. Et comment il a réagi, ce père? Officiellement, dans l'histoire de la famille, sans dire un mot. On a du mal à le croire. Je pense que l'appréciation médiocre était insupportable pour Nicolas Charbonnier, surtout dans ce domaine-là. Et c'est là, je pense, qu'il a basculé. Son raisonnement, c'était un peu de dire, c'est un peu comme ça aussi qu'il nous l'a expliqué, puisque je n'ai pas été le meilleur dans votre monde normal, ordinaire, je vais être le meilleur dans son contraire. Et donc, dans la délinquance. Et je vais aller jusqu'au bout. Là où ça devient intéressant, c'est de constater que même dans ce domaine, en allant dans le pire du pire de la criminalité, il voulait quand même garder une image valorisante de lui. Donc, quitte à être un bandit, autant être un bandit qui peut être valorisé. Et je crois que le pseudonyme Zorro n'était pas complètement un hasard. Enfin, tuer des petites filles, laisser pour morte une gamine de 10 ans et violer... On est dans l'excès. C'est pas très héroïque quand même, c'est pas Zorro ça. C'est clairement pas Zorro, mais il en était bien conscient. Il ne pouvait pas ne pas en être conscient qu'il avait commis l'abominable. Et pas qu'une fois. Mais il cherchait encore quelque chose de valorisant. Donc, tout ce qu'il a trouvé, c'était Zorro. Et pourquoi il n'avoue pas en garde à vue? C'est inavouable. Il a passé 27 ans après les faits à occulter, en tout cas à l'égard de tous, ce qu'il avait fait. C'est inavouable. Pourtant, quelques semaines après sa garde à vue, Charbonnier opère un revirement spectaculaire. C'est lui qui revient vers moi pour dire je voudrais à présent passer aux aveux. Ça fait trop longtemps que je cache ce que j'ai commis et je veux assumer ce que j'ai fait. Face au juge, Charbonnier finit par avouer l'évidence. Il n'y a jamais eu de Monsieur X. L'étrangleur, c'est lui. À l'époque des faits, il n'a rien laissé paraître. Il a sa vie nocturne,
de tueur, de prédateur, et il a sa vie diurne de fils de bonne famille. Voilà. Des pique-niques, des journées en famille, des rigolades. On est dans la période du meurtre, hein. On est vraiment... c'est-à-dire qu'il vient de rentrer, il a encore les mains pleines de sang, il va prendre le petit déjeuner avec la famille et puis raconter des blagues. Voilà, en gros, c'est ça. Deux viols, 3 étranglements, un meurtre, en moins d'1 an. Je pense qu'il a goûté au sang, qu'il a goûté à quelque chose qui lui a donné du plaisir, et qu'il a besoin de retrouver ce plaisir de manière régulière. Lui dit qu'il n'a jamais retiré de plaisir au moment des passages à l'acte. Ça, c'est quelque chose sur lequel il a toujours beaucoup insisté. Il dit c'était pas par jouissance que je faisais ça, c'est comme si je pétais les plombs. Ça, c'est son expression de dire je ne suis pas moi-même à cette période-là de ma vie. Une période qui se serait arrêtée fin 86 après la tentative d'assassinat de Marie-Paul. Ce que je n'arrive pas à expliquer, et comme il ne veut pas en parler, je pense que ça restera également une énigme pour moi, c'est pourquoi il s'est arrêté. Ça, j'arrive pas à comprendre. Nous, on a cherché, que ce soit dans un premier temps au niveau régional, ensuite au niveau national et même au niveau international, si on avait des faits avec cette même signature, pendant cette longue période. On ne retrouve pas ça ailleurs, en France ou en Europe. Ranger Charbonnier. En 91, il met ses crimes à distance en partant s'installer à Bordeaux. Il y rencontre sa femme, puis devient père de famille. Une vie en apparence classique où il s'adonne à son loisir favori, la pêche. Là-bas, il tente de tout oublier. Comme si cette nouvelle vie pouvait conjurer le passé. Monsieur Charbonnier dit que dans les années qui suivent la commission des faits, il a réussi à vivre tout à fait normalement parce qu'il a enfui profondément au fond de lui ce qu'il a pu commettre. Et peu à peu, avec la naissance de sa fille, il va être rattrapé en fait par ses démons, par ce qu'il a fait, et il dit qu'à ce moment-là, il se remémore régulièrement ce qu'il a commis. Personnellement, je n'y crois pas. Je n'y crois pas qu'il puisse s'être rangé à ce point-là en ne faisant plus rien. Pour nous, c'était un serial killer qui s'arrête du jour au lendemain, qui fonde une famille, le petit papa tranquille, honnête, modèle, travailleur. J'y crois pas. Les policiers qui ont traqué Charbonnier sont persuadés qu'il ne peut pas s'être arrêté comme ça du jour au lendemain. On peut se dire aussi que ces mêmes policiers et la juge d'instruction ont fait un travail phénoménal pour essayer d'identifier d'autres affaires qui auraient pu être imputées à Nicolas Charbonnier, notamment par la comparaison des modes opératoires. Si une autre affaire avait pu lui être imputée, il et elle ne s'en seraient pas privés. On n'a rien trouvé, strictement rien trouvé. De mon côté, je pense que Nicolas Charbonnier, après cette année d'horreur, de folie, on la qualifiera comme on voudra, a trouvé quelque chose qui lui a redonné confiance en lui. Il avait plus besoin. C'est ce qu'il vous a dit ? C'est un peu ce qu'il nous a expliqué, sans rentrer dans les détails. Je pense que c'est une rencontre. Une rencontre avec quelqu'un, qui n'a pas voulu mêler à cette histoire, qui lui a redonné confiance en lui, qui l'a revalorisé, à tel point qu'il n'avait plus besoin de ses passages à l'acte pour exister. Est-ce qu'il ressentait un sentiment de culpabilité ? Je crois, ne serait-ce que parce qu'il a continué, on a eu des traces sur son ordinateur, à, de temps à autre, consulter sur cette affaire. Donc il l'a jamais éliminé de son esprit. Il ne pouvait pas y penser sans, quelque part, avoir ce sentiment de culpabilité qui le torturait. On a d'autres indices. Ce garçon ne s'est jamais lancé dans la moindre carrière. Il a toujours pris des boulots alimentaires. Il a toujours mené une vie très anonyme, sans projet, sans ambition. Il avait un peu renoncé à exister, encore une fois, sur un plan professionnel,
tout simplement parce qu'il s'attendait un jour, peut-être, à ce que son passé le rattrape. Ou pour se punir. Peut-être pour se punir. On peut se demander aussi s'il ne cherchait pas à se punir en se confrontant à la loi, en commettant de temps en temps des petits vols, par exemple dans les supermarchés, en se disant que peut-être il se ferait arrêter, et c'est exactement ce qui a fini par arriver, puisque c'est comme ça qu'on l'a identifié. Maintenant, il faut que Charbonnier s'explique sur ses crimes. Le 21 mai 2013, la juge organise la reconstitution de la tentative d'assassinat de Marion Villain. Le temps a fait son office, on se retrouve là, Madame Villain est adulte, Monsieur Charbonnier a vieilli, on essaye tous de faire revenir les souvenirs des uns et des autres. C'est une épreuve, hein. Marion aura le courage de le regarder bien en face, de le fixer, d'écouter ce qu'il pourra dire. Lui, en revanche, fera tout son possible et il y parviendra pour ne jamais croiser son regard, encore moins lui parler directement. Face à sa victime, face à la juge, face au policier, Nicolas Charbonnier en dit le minimum. J'ai cassé cette fenêtre-là, j'ai grimpé à ce mur-là, mais dès qu'il s'agissait de parler des agressions sur les jeunes femmes, donc déjà il refusait de faire les gestes, puis surtout il disait je ne m'en rappelle pas, je suis amnésique. Lorsque je lui pose la question de savoir si, quand il évoquait cette amnésie, c'était parce qu'il ne se souvenait plus des faits ou si c'était parce qu'il ne souhaitait pas s'exprimer sur les choses les plus horribles. Il me dira un peu des deux. Il y a un peu de ça. Il était d'une mauvaise foi, pour moi, évidente. Il n'y a jamais eu d'amnésie. Il se réfugie dans un dernier système de défense autour des faits dans toute leur horreur. Voilà. Il préserve l'image qu'il peut donner à ses juges, aux policiers, mais il sait ce qu'il a fait. Charbonnier résiste encore. Il ne veut pas endosser le rôle du prédateur sexuel. Mais grâce au témoignage de Marion Villain et au travail d'enquête de l'époque, les policiers reconstituent son crime. Il a attendu qu'il fasse nuit. Il brise le carreau, attend quelques instants, voyant ou se rendant compte qu'il n'y a strictement aucune réaction. Quelques minutes après, il escalade et pénètre dans l'appartement. Il va visiter chacune des pièces. Il visitera d'abord le salon, puis le bureau, dans lequel se trouvera notamment le sac à main de Madame Villain, dans lequel il dérobera 200 francs. Il pénètre dans la chambre à coucher de Marion, et là, s'en prend à elle, l'étrangle à l'aide de cordelettes. Marion sera retrouvée par sa mère le lendemain matin dans sa chambre. Quand la juge pousse l'interrogatoire, Charbonnier lutte encore. Le viol, c'était pas prévu. Lui, il était juste là pour cambrioler. Il y a un cambriolage qui tourne mal. Je veux dire, si c'était le père qui s'était levé, ça aurait pu tourner au pugilat, il aurait pu y avoir des coups de poing, etc. Mais un cambriolage qui tourne mal, c'est pas une gamine de 10 ans qui est étranglée et violée, quoi. J'ai trouvé ça dommageable, pour les victimes, j'ai trouvé ça triste également, et triste également dans son attitude, parce qu'à aucun moment il n'a trouvé ne serait-ce même que des mots d'excuse, ou essayé de trouver des mots d'excuse pour les victimes. Jamais. Pas de mots d'excuse pour ses victimes et pas d'aveu dans un des 5 dossiers. Pourquoi ne veut-il pas reconnaître l'agression de Patricia Huckel? Peut-être tout simplement parce qu'il n'a pas fait l'agression sur Patricia Huckel. Il a reconnu
tout ce qui lui était reproché, y compris dans des affaires où il n'y avait aucun élément matériel, mais il a vidé son sac. Il a tout reconnu. Patricia Huquet, il a toujours été constant en indiquant « je ne peux pas reconnaître quelque chose que je n'ai pas fait ». Et je porte un certain crédit à ces dénégations parce que sur le mode opératoire, sans doute c'est la même période, sans doute c'est un cambriolage sur un rez-de-chaussée surélevé, mais c'est à peu près tout ce qu'il y a d'identique par rapport aux autres affaires. Patricia Huquet a décrit un individu qui était particulièrement petit, Nicolas Charbonnier est grand, un individu qui fumait, à cette époque il ne fumait plus. Elle est venue avec des versions qui ont quand même beaucoup évolué sur la période, et sans aucun autre élément permettant de le rattacher à Nicolas Charbonnier. Donc je crois qu'on peut tout simplement conclure qu'il n'y était pas. Je suis convaincue qu'il est également l'auteur des faits qui ont été commis sur elle. Alors, on peut dire que ce n'est pas le seul cambrioleur qui commet des faits à Strasbourg, mais cela étant, combien de cambrioleurs se présentent avec une cordelette dans un périmètre quand même assez restreint. Voilà, il y a suffisamment d'éléments qui peuvent nous permettre de rattacher ce dossier aux autres. Je n'arrivais pas à comprendre pourquoi il ne pouvait pas me rendre juste ça, dire que c'était lui. C'était très important pour moi et j'imaginais que s'il l'avouait, s'il disait oui c'est moi, que je pourrais pardonner. Nicolas Charbonnier a avoué 4 crimes, mais il n'est renvoyé que pour 2. Comment c'est possible, ça? L'empreinte palmaire de Charbonnier, elle a maturé en 2012. Tous les crimes sont prescrits depuis 2007. La justice va essayer d'en récupérer 2 en s'appuyant sur une loi qui était promulguée en 2004 sur l'allongement des délais de prescription pour les crimes sexuels sur les mineurs. Ces délais de prescription, ils passent de 10 ans à 20 ans. Donc, 1997 plus 20, 2017, Charbonnier va être renvoyé devant les assises pour le viol de Marion Villain. Et Martine Riss aussi était mineure au moment des faits. Elle était mineure, mais le médecin légiste n'a pas pu établir formellement qu'elle avait été violée. Donc pour elle, la loi de 2004 ne s'applique pas. La chambre de l'instruction de la cour d'appel de Colmar va trouver un autre moyen. Elle va se fonder sur les actes de torture et de barbarie, considérant que le fait d'avoir coupé les poils pubiens de Martine Riss, ça constitue un acte de torture et de barbarie. Prescription, 20 ans. Là encore, Charbonnier peut être renvoyé devant la cour d'assises dans l'affaire Riss. Mais ce n'est pas sûr du tout que la cour d'assises suive. Non, et c'est là tout le suspense de ce procès. C'est donc un procès hors norme qui s'est ouvert ce matin à la cour d'assises du Bas-Rhin, le procès de Nicolas Charbonnier, surnommé par la presse l'étrangleur de la Robertsau dans les années 80. Quand je suis rentrée dans la salle, il n'y avait qu'une chose qui comptait, c'est le regarder. Je voulais qu'il voie qui je suis et moi je voulais voir qui il était. Tout le monde scrute Monsieur Charbonnier parce que on cherche le prédateur et on voit un homme de la cinquantaine qui n'a absolument pas le profil, même physique, du prédateur, du monstre, comme on a pu le décrire. Mal à l'aise, Charbonnier. Réfugié au fond de son box, l'homme doit cette fois faire face à Patricia Huquet et à Patricia Riss, la sœur de Martine, toutes les deux citées comme témoins. Il doit encore affronter celle dont le dossier n'a pas été prescrit, Marion Villain. C'est presque un peu robotique, voilà, il va sortir des formules toutes faites en disant que c'est horrible, c'est le summum de la lâcheté, qu'il regrette, que c'est monstrueux. Mais quand il s'agit d'en dire plus, Charbonnier reste muet, toujours amnésique. Ces 30 années écoulées sont un atout pour sa défense. Aujourd'hui, vous ne jugez pas le même homme que celui qui a commis les faits en 1986. Ces 27 années nous démontrent l'absence de dangerosité de Monsieur Charbonnier, parce qu'elle nous démontre que cet homme a eu une vie on ne peut plus classique. Au secours de Nicolas Charbonnier, son père, son ex-femme, ses frères et sœurs.
tous convaincus qu'il a su s'amender après ses crimes de jeunesse, qu'il était devenu quelqu'un de bien. Un soutien que vient tempérer l'expert psychiatre. C'est pas parce que quelqu'un, après avoir commis quelques crimes, s'arrête pendant 20 ans, voire 27 ans, qu'il a nécessairement changé. Drôle de procès, si longtemps après les faits. Il faudra attendre le témoignage de Marion Villain pour que la cour se replonge dans les crimes de l'accusé. Quand Marion vient témoigner à la barre, tout de suite après qu'elle ait prononcé son premier mot, il y a un silence absolu qui s'installe dans la salle d'audience et on l'écoute. Et on l'écoute raconter ses souffrances quotidiennes. Tout le monde comprend que même si tellement de temps est passé, la souffrance, les conséquences de ces crimes n'ont pas bougé. Hein. La défense soutient que Nicolas Charbonnier a changé. Vous y croyez, vous ? Pour beaucoup, il est inimaginable de penser qu'un individu au bout de 25 ans est resté le même. Seulement, encore une fois, il a été extrêmement difficile déjà de comprendre pourquoi il avait agi ainsi quelques 30 années auparavant. Et lorsqu'on n'a pas cette explication, et lorsqu'on ne sait pas vraiment quel a été son parcours, depuis les faits donc, qui datent de 1986 à 2016, eh bien, on se pose quand même la question de savoir qu'est-ce qui a fait qu'il aurait changé. Il y a une crainte pour la famille de Martine et Patricia, c'est la prescription de cette affaire-là. Et donc l'enjeu, et ça je le perçois au fur et à mesure du procès, c'est de savoir si oui ou non il y a eu acte de torture et de barbarie lors du meurtre de Martine. Mais pour que la Cour retienne cette circonstance, il faut que l'avocate de la famille Ris et l'avocat général prouvent que Charbonnier a coupé les poils pubiens alors que sa victime était encore vivante, comme un acte d'humiliation. Pour trancher, la Cour reprend le meurtre de Martine Ris, minute par minute, depuis le moment où Charbonnier a pénétré dans sa chambre. Elle est étranglée, elle est rapidement inconsciente, elle est tirée jusqu'à la cuisine, où il l'étend par terre, où il la déshabille, où il va prendre un couteau pour couper le soutien-gorge, et il va, avec des ciseaux qu'il a trouvés auparavant, il va découper des poils pubiens sur Martine Ris. Une mise en scène avilissante, selon l'avocat général. Ça a donné des échanges un peu sordides parce qu'il a fallu savoir si la pauvre Martine était déjà morte ou agonisante au moment où Charbonnier coupait ses poils. Ça a créé une espèce de suspense où on s'est dit mais il faut qu'il soit jugé pour ça aussi. Mais là, tout le monde doutait. L'élément essentiel dans le dossier, c'est ce que j'ai rappelé au juré, c'est que pendant toute la première partie de l'instruction, Nicolas Charbonnier affirme, c'est lui qui le dit, et c'est lui qui y était, qu'elle est vivante au moment où elle est dans la cuisine. Martine Ris, encore vivante, alors que Charbonnier lui coupait les poils. Cela pourrait être considéré comme un acte de barbarie. Vous luttez pied à pied pour que la qualification d'acte de torture et de barbarie ne soit pas acceptée. Sur quels arguments ? Quand on parle de torture et d'acte de barbarie, immédiatement vient à l'esprit, et c'est normal, des supplices, de la douleur, de la violence. Une humiliation, mais ce n'est qu'un élément de la qualification. On pense au gang des barbares, on pense à Fofana, on pense à quelque chose qui fait horriblement mal et une espèce de volonté de faire mal. Est-ce qu'on peut retenir la même qualification pour le fait, aussi horrible que ce soit, de couper des poils pubiens ? Je comprends que, vu les enjeux, puisque c'était la prescription de l'affaire la plus grave, que vu les enjeux, eh bien, ma foi, la Cour est cédée à la tentation de retenir cette qualification. J'ai l'impression que la justice s'est dit qu'il serait compliqué, difficilement supportable pour Patricia, pour les parents de Martine, que le meurtre de Martine soit effacé, ne soit jamais jugé, et que Nicolas Charbonnier ne soit pas condamné pour ça. Alors
Un long réquisitoire, près de 2 heures, accablant pour Nicolas Charbonnier. L'avocat général le décrit comme un prédateur coupable d'actes sauvages, réalisés avec violence, avec méthode. Des faits qui méritent selon lui la réclusion criminelle à perpétuité. Je pense que l'horreur des crimes, en tout cas leur poids, leur pesanteur, ne pouvait pas être effacée complètement par le temps, ni par ce qu'il était devenu. Quand on a eu 27 années pour nous prouver une absence de dangerosité, est-ce que requérir une perpétuité a du sens ? Nicolas Charbonnier, condamné par la cour d'assises du Bas-Rhin à la réclusion criminelle à la perpétuité. L'homme a été reconnu coupable de l'ensemble des chefs d'accusation pour les crimes commis en 1986 à Strasbourg. La Cour a donc considéré que le meurtre de Martin Ries n'était pas prescrit. Il n'y a aucune euphorie, mais il y a un soulagement palpable. Je me rappelle, la famille se lève et elle respire. La justice est rendue. La société a quelque part accompagné, non pas leur désir de vengeance, ça n'a strictement rien à voir, mais leur peine, leur chagrin, la perte d'une enfant, d'une petite sœur, et a considéré qu'il s'agissait là d'actes si graves qu'ils méritaient la peine la plus sévère. Au-delà de la peine, ce verdict, c'était pour cette famille en règle générale, et pour Marion en particulier, une page qui se tourne. Et c'est la possibilité, enfin, de ne plus avoir à regarder derrière soi. C'est de se dire que maintenant c'est terminé. Un verdict qui apaise même celle dont l'affaire était prescrite. Je suis très soulagée, oui, vraiment très soulagée qu'il y ait eu un point final à cette douleur. Une partie de moi était morte, donc oui, c'est une nouvelle naissance. La cour d'assises n'a pas prononcé de période de sûreté spéciale, ce qui lui permet encore d'avoir un espoir. Et j'avais conclu ma plaidoirie en disant que si à une époque il avait vendu son âme au diable, aujourd'hui, avec 27 ans de vie, pour ainsi dire irréprochable ensuite, il avait quelque part repris cette âme au diable et qu'il fallait lui laisser un espoir de sortie un jour. Pourquoi n'a-t-il pas fait appel, votre client ? Nicolas Charbonnier nous a toujours dit qu'il n'imposerait rien de plus aux victimes que ce qu'il leur avait déjà fait, et notamment pas un deuxième procès. Je crois qu'on peut porter à son crédit qu'il a tenu parole. Nicolas Charbonnier n'a pas été condamné à une obligation de soins, mais il a décidé de suivre une thérapie en prison. C'est un détenu intégré qui travaille et sa famille le soutient toujours dans son entreprise de reconstruction.